En tout cas, et voilà, c'est bien parti. Alors, je propose de partager mon écran et pendant ce temps, donc moi, je vais me présenter quand même. Je suis Fanny Van de Waal, donc je suis chargée de mission filière à Bio en Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaîtraient pas Bio en Hauts-de-France? Donc, j'en déduis que vous connaissez. Alors, je vais laisser Rémi, qui est mon comparse pour cette session, pouvoir accueillir les personnes en salle d'attente, vu que je partage mon écran. Et également, Rémi, du coup, si tu peux te présenter, je te laisse la main. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc j'en connais quelques-uns parmi vous. Donc moi c'est Rémi, je suis conseiller animateur en maraîchage bio chez Bio Hauts-de-France et je serai là aujourd'hui donc pour surtout pour assister Fanny pour lui donner la réplique dans voilà, dans ce petit théâtre qu'on fait là. Et puis voilà, faire un peu la gestion dans le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est moi qui m'occuperai de d'y répondre, vous dire si ok, ça concerne tout de suite la vidéo ou si on y répondra un petit peu après. Voilà, et ben bonne vidéo à tout le monde. Et oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui, je pense. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que aujourd'hui, donc, je vais être accompagnée de Rémi, qui est conseiller en maraîchage, mais la visio, elle traite pas forcément que des cultures maraîchage, hein. C'est un sujet qui est très transverse. Donc, en l'occurrence, le public maraîcher est concerné, mais c'est plus large que ça. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que la question du prix de vente, elle est importante en circuit court, et notamment parce que c'est là où on a la main pour vraiment fixer le prix de vente, mais c'est aussi quelque chose qui va être utile d'ailleurs en circuit long, parce que c'est quand même intéressant de bien maîtriser son coût de revient, en fait, à combien on est censé vendre pour être dans les clous et faire tourner la ferme. Et voilà, donc là, vous avez les dates des prochains webinaires. À la fin, je rappellerai les autres. Donc là, on est dans le cadre du premier et ça se termine au mois de mars au rythme de un par mois. Alors voilà, donc là, aujourd'hui, on va parler du prix de vente avec une méthode. Donc j'ai essayé de la rendre alors précise, oui, mais on va pas parler de chiffres et fun également. Alors précise, on va pas parler de chiffres aujourd'hui, on va plutôt parler d'une démarche, d'une réflexion et l'objectif c'est que vous voyez comment vous pouvez mettre ça en place sur votre ferme mais aussi qu'on échange là-dessus par la suite. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on va peut-être plus prendre des questions de clarification, d'explication pour laisser de la place ensuite aux échanges. Alors, le calcul du prix de vente, on dit souvent que c'est quelque chose de compliqué. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est un ensemble de plein de choses simples et logiques. Donc, c'est sûr qu'à la fin, ça semble un petit peu compliqué. Et puis, ben, ce que je voulais aussi souligner, c'est que la notion de prix, c'est déjà quelque chose qui est subjectif parce que c'est choisir une valeur qu'on donne à quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est hautement subjectif. Mais bon, là, on n'est pas là non plus pour philosopher, donc on va revenir à nos moutons. Alors, pour moi, travailler son prix de vente, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Par contre, c'est quelque chose qui va prendre du temps, donc un peu de temps, et finalement pas tant que ça au vu de ce que ça peut apporter sur la vision globale de la ferme, qui va demander de faire des choix, donc pas mal de choix, parce que le but c'est que vous fixiez un prix de revient donc qui soit en cohérence avec votre contexte, comme c'est indiqué dans le titre du webinaire. Donc ça vous concerne vraiment et c'est selon comment vous voyez les choses, donc on y reviendra par la suite. Et l'objectif, c'est d'avoir une idée donc précise, d'être capable d'avoir une idée précise de son système, ou en tout cas de l'estimer. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et je pense notamment aux personnes qui sont porteuses de projets. Et donc on a des personnes comme Rémi pour nous aider là-dessus. Alors bah, c'est parti, on y va. On peut représenter le système de la ferme un peu comme une grosse balle en fait. Et je dirais même une balle qui est multicolore. La taille de la balle, en fait, ça va être l'ensemble des charges annuelles du système. Donc,
un exemple de charge, les semences, par exemple, mais on y reviendra plus largement par la suite. Et les couleurs, ça va représenter les différentes productions qui sont concernées. Donc les semences de carottes, par exemple. Donc on s'intéresse à cette balle parce qu'on cherche à fixer un prix qui nous permette de couvrir l'ensemble des besoins annuels du système et donc de rendre la ferme pérenne, tout simplement. Alors on va d'abord s'intéresser aux différents types de charges. Et du coup, Fanny, enfin là, les différents types de charges, finalement, je peux très bien les avoir via ma comptable. Enfin, j'ai un résumé de tout ce qui comporte. Enfin, qu'est-ce que tu nous dis là? Eh bien, en fait, c'est pas si simple. Parce que ce que je voudrais préciser à travers ça, c'est que là, on est sur une approche de compta. Donc, ça nous permet de rendre des comptes, ça nous permet de gérer la trésorerie, donc c'est nécessaire. Mais c'est pas ça qui va vraiment faire tourner la ferme. Donc, on verra par la suite un peu plus ce que je veux dire, mais ici, on va être vraiment dans une approche de gestionnaire. Ça veut dire que, par exemple, si on a une main-d'œuvre qui est bénévole, eh ben, on va la prendre en compte. Et en logique comptable, on va pas la prendre en compte, sauf que là, on peut se dire, ah oui, mais si la personne qui est bénévole, il lui arrive quelque chose ou qu'elle est plus disponible pour X raison, ben, il faut être capable de la remplacer. Donc, dans la logique de gestionnaire, on va être plus à anticiper ça et donc à prendre en compte des choses comme ça. Et c'est pas la seule, mais on verra d'autres par la suite. Donc, les différents types de charges, en fait, on va avoir deux grands types de charges. Enfin, c'est une classification possible, en tout cas. Celles qui sont chiffrées et celles qui sont à estimer. Donc, si vous avez des idées de charges chiffrées, vous pouvez les dire bah, soit en prenant la parole directement, moi je vous vois pas, soit je laisse Rémi gérer l'interface chat. Est-ce que vous avez des idées de charges qui sont chiffrées à l'échelle de votre ferme? Si vous en avez pas, Bah, je, du coup, je m'en vais. ouais, je suis Lola. Oui, Bonjour à tous. En bonjour charge Lola. chiffrée, je sais pas si on peut mettre du coup les plants et les semences. Ouais, tout ce qui est intrant, en fait, ça rentre dans les charges Oui, chiffrées. oui. Mais du Bah, coup, les salut, charges à c'est estimer, Marion. je vois pas Moi, trop. je mettrais aussi tout ce qui est remboursement, enfin, je sais pas, d'un bâtiment, Ouais, enfin, et ben, les annuités. ok, d'accord. Et ben, c'est intéressant parce que ça, on le mettra plutôt dans à estimer, mais c'est vraiment en lien avec cette approche de gestion et on verra par la suite pourquoi. Même si c'est vrai qu'en soi, c'est une charge chiffrée, mais c'est si on est dans une logique comptable. Ok. Et en charge à estimer, vous avez des idées de ce que ça peut être? Les Bah, peut-être cotisations des MSA. futurs investissements, ça pourrait être là. Ouais, exactement. Moi, c'est Philippe. Le temps de travail, peut-être qu'on passe à produire ce qu'on produit. Oui, et oui, ça c'est une charge à estimer qui est importante. Euh, on va le voir également. Ouais, moi, je disais des cotisations MSA ou des choses comme ça, enfin, c'est mis dedans ou... Oui, bah, ça peut faire partie des... Ça peut faire partie... Alors, ça peut être un peu dans les deux parce que ça peut être intégré directement à du temps de travail. Mais donc, effectivement, bah, je vais vous montrer un peu des idées hein, parce que c'est plus large que ça. Donc, on a émis les intrants, des consommables. Donc, ça a été évoqué avec les semences, les consommables, bah, les sachets, par exemple, si on en a. Et bah, par rapport aux cotisations MSA, ça peut rentrer dans la main-d'œuvre salariée, donc c'est quelque chose qui est chiffré. Et puis on verra par la suite que même une charge chiffrée, on peut quand même la retravailler pour qu'elle corresponde un peu plus à la réalité ou à ce qu'on a prévu par la suite. Donc après, ça peut être aussi des prestations, location, le fermage, en fait, des charges qui sont assez faciles à évaluer. Et
en charge à estimer effectivement le temps passé, et notamment par la personne qui gère la ferme, et donc qui se rémunère pas d'un point de vue salarié, ben ça c'est vraiment une charge à estimer. Pareil pour le temps bénévole et le coût annuel des investissements engagés et prévus. Donc on reviendra sur pourquoi je l'ai mis en charge à estimer. Donc c'est pas exhaustif, hein, c'est des exemples. Et donc la taille de la balle, en fait, elle va nous permettre finalement de définir notre prix de vente en bout de course. Et donc, ça implique que l'objectif, c'est que cette taille, elle ne change pas de façon trop conséquente d'une année sur l'autre. Parce que si on veut définir un prix de vente qui soit en lien avec les charges, si on achète un gros tracteur une année, le but, c'est pas non plus de tripler le prix de nos produits cette année-là. Du coup, Fanny, là, ouais, je commence à comprendre ton histoire de balle, mais ça reste un peu confus pour moi. Enfin, tu saurais me donner un peu d'exemples là parmi les charges qu'on a évoquées tout à l'heure. Enfin, comment est-ce que ça se comprend tout ça? Oui, eh ben, on va faire un focus sur certaines charges importantes. Donc, premièrement, pour les intrants, la plus simple, entre guillemets. Bah, on a dit que c'était une donnée chiffrée. Voilà, c'est cool. Du coup, la comptable qui ne savait pas tout à l'heure, elle me servir. Alors, ça va servir un peu, mais des fois, il ne faut pas la prendre en tant que telle parce que, par exemple, on peut avoir des intrants pour des cultures qui ne quittent pas la ferme. Donc, vous avez une idée? Par le participant, participante, si vous... Ben, moi, je pense au plan. Alors, les plans, mais les plans de culture qui vont servir derrière à une valorisation. Mhm. Et du coup, tu veux dire qu'il ne quitte pas la ferme dans quel sens? Par exemple, une Alors, plantation d'arbres ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, mais... oui, voilà. Alors, c'est ça. Alors, bah, ça peut être les haies. Alors, j'ai mis là des exemples, mais ça peut être les engrais verts. Il y a quand même des semences. Ça peut être l'aliment pour le bétail, en fait. C'est des intrants, des choses qu'on achète, mais derrière, ça va pas être valorisé en direct. Et donc, on a aussi la possibilité de faire soi-même ses plans. Par exemple, on parlait de plans juste avant. Donc, on peut gagner de l'argent. Mais j'ai bien mis entre guillemets parce que si on compte le temps de travail, peut-être qu'on ne gagne pas tant que ça. Enfin, c'est un calcul à faire, tout du moins. Donc, tout ce qui est plan autoproduit et aussi tous les intrants qu'on va produire soi-même, comme par exemple du purin d'ortie, la fabrication d'aliments à la ferme pour le bétail. Et aussi, on a certains intrants qui ne sont pas consommés tous les ans. Donc, par exemple, si c'est une culture qui va rester 2 ans, donc les plants pour des fruits rouges, par exemple, on va l'acheter qu'une année sur deux. Et donc, à ce moment-là, il faut avoir en tête que le prix moyen, en fait, annuel, eh ben, c'est le coût d'une année divisé par 2. Est-ce que ça va jusque-là? N'hésitez pas hein, à me dire. Donc, en fait, par rapport aux intrants, ce qui va être important, c'est donc de bien tout prendre en compte, y compris les intrants de ce qui, a priori, n'est pas valorisé, mais qui, quand même, est nécessaire, en tout cas, pour faire tourner le système. Et puis, donc, de faire une moyenne quand c'est nécessaire. Ok, ça marche, Fanny. Donc, c'est toujours dans l'idée que mes charges et mon prix de vente doivent être stables dans le temps. C'est bien ça? Oui. Alors, Ok. stable, ça évolue quand même, le système, donc ça peut évoluer un petit peu, mais l'idée, c'est que ça soit quand même relativement stable, en tout cas. Donc, un deuxième exemple, le matériel. Donc ça, c'est une charge qui est à estimer. Ouais, alors, Fanny, t'es gentille, là, mais les charges à estimer, enfin, moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, mes fournisseurs, ils m'envoient des factures. Je peux pas leur dire, bah, ça correspond pas à ce que j'ai estimé, puis je vais leur payer ce que j'ai estimé. Hein. Enfin, ça marche pas comme ça, Fanny. Bon, faut pas le prendre comme ça, c'est toujours l'histoire en fait de la taille de la balle. Donc, le but, c'est d'avoir un coût de matériel annuel pour être capable de le financer annuellement. Le but, c'est de pouvoir engranger suffisamment pour pouvoir payer son matériel, en fait. Et donc,
c'est là où on redifferencie l'approche comptable de gestion. C'est que si on a un tracteur qui est amorti sur la ferme, même s'il est amorti, on va compter un coût annuel moyen pour s'assurer de financer son renouvellement, en fait. Donc là, j'ai mis un exemple. Alors, 30 000 euros, c'est peu importe, hein, c'est un exemple. Donc, ça peut être un achat en neuf, ça peut être un achat d'occasion, peu importe. On aura un coût de renouvellement et donc un temps total prévu sur la ferme. Et là, pareil, on sort totalement des logiques comptables. Le temps prévu, c'est vraiment celui que vous prévoyez. Alors, je suis d'accord, c'est beaucoup d'arbitrage et donc ça rejoint en fait ce que j'ai évoqué au début, c'est que c'est aussi faire beaucoup de choix de réfléchir comme ça. Et donc là, dans ce cas-là, ça nous fait un coût annuel de 2 000 euros, c'est-à-dire que les cultures doivent sortir 2 000 euros par an pour payer cet investissement, en plus du carburant et de l'entretien. Donc c'est pareil pour en fait l'ensemble des investissements. Oui, Donc, mais moi j'ai une question là-dessus. Enfin, tu peux décider de Oui, l'amortir, je sais pas, sur du coup, ça veut dire 10 ans ou 15 ans, là, avec ton explication. Mais n'empêche que auprès de la banque ou de mon emprunt, je dois quand même l'amortir sur 5 ans, qui fait que j'ai quand même un coût différent entre les premières années. Je dois quand même sortir enfin, plus d'argent. Enfin, je sais pas comment dire. Je dois quand oui, je même le comprends. rembourser sur 5 ans au final, mon tracteur. Oui, Donc, alors je peux c'est continuer la de l'amortir différence. après. Oui, alors je comprends. C'est parce que dans les premières années, du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'emprunts dans les premières années de fonctionnement d'une ferme. Après, plus on est en rythme de croisière, plus on a réussi à générer suffisamment pour pouvoir réussir à rembourser enfin, à payer sans forcément faire de gros emprunts. Et donc, effectivement, il y a la réalité physique qui fait que, à un moment donné, il faut payer quand même la facture. Et donc, en fait, au début, ben, ça va être de faire des emprunts. On n'a pas trop le choix, hein, malheureusement. Enfin, j'ai pas d'autres solutions. Après, ça peut aussi être de la location, hein, mais si on doit avoir du matériel en propre, ou alors de mettre de la trésorerie qu'on avait de côté. Donc ça, c'est ce qui permet de financer le système au début. Et justement, ces emprunts, derrière, il va y avoir des intérêts. Donc c'est une charge. L'intérêt, c'est aussi une charge. Donc c'est aussi à prendre en compte. Je sais pas si ça répond à la question. Bah, c'est que dans Ou si l'idée Rémi... où notre balle, elle doit pas trop bouger pour définir un prêt, au final, au moment où j'investis, enfin, on sait bien qu'un tracteur, on l'achète par exemple sur 5 ans auprès de la banque, Mm. mais il va nous faire 10 ans. Et enfin, on n'a pas trop le choix de se baser sur 5 ans en fait, pour pouvoir le Oui, payer bah, ce tracteur, pour définir un prix qui me paye mon tracteur à la fin. Donc c'est ça que je comprends pas trop, c'est ouais, c'est ça que je comprends pas trop. alors peut-être que ça va un peu répondre la partie d'après. ouais, ça rejoint peut-être ce que tu dis, Marion. Enfin, là, moi, du coup, enfin, je sais pas, j'ai pris un tracteur. Je rejoins ce que tu disais, Fanny. Il faut mettre de côté pour rembourser, mais là où je démarrais, j'avais pris un tracteur d'occasion. Il était un peu tout pourri, mais ça faisait le taf, quoi. J'ai pas forcément envie de rester avec ça. J'aurais un peu de confort. Enfin, tu comprends, Fanny, que moi, j'ai quand même besoin de mettre un peu de paillettes dans ma vie, quoi. Donc, comment est-ce que je peux faire pour tout ça, pour prévoir ça? Et Mhm. oui, et ben du coup, là, ça répond à peu près à ta question, hein, mais je suis d'accord que c'est pas évident dans la pratique. C'est qu'en fait, on doit jongler entre le passé, payer ses dettes, parce que, ben, effectivement, enfin, le passé, c'est je viens d'acheter un tracteur il y a pas longtemps et je suis encore en train de le payer. Donc, à un moment donné, ben, ça va être nécessairement soit de faire des emprunts, soit, comme je disais, soit de faire d'aller chercher de l'argent quelque part. Et le présent, donc faire tourner son système à l'instant T, et aussi le futur, parce que ça peut aussi être de se dire, bah là actuellement j'ai tel matériel, mais j'envisage d'améliorer, et donc ce sera à prévoir aussi dans les frais. Donc en fait, c'est de jongler un petit peu entre tout ça, et la réalité, c'est que si le tracteur, on l'achète sur 5 ans, ça va être quand même compliqué de fixer des prix
qui financent des gros investissements s'ils ont lieu tous en même temps, par exemple. Donc, au début, ça va être nécessairement des emprunts ou des choses comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur la question, parce que c'est vrai que c'est une question qui est pas simple. Bon, il n'y a pas de questions dans le chat, hein. Et Ok, alors, bon. je Oui, peux poser une question? oui, Euh, bien sûr. est-ce que tu veux dire qu'il y a la logique comptable et notamment la logique de la banque, qui est que tes amortissements, tu dois les rembourser avec des dotations aux amortissements annuels qui sont dans ton compte de résultat et disons 5 ans pour le tracteur, comme disait Lola, mais que Mm. ça tu le déconnecte un peu de la fixation du prix de vente parce que le prix de vente, en gros, il considère que le tracteur, tu vas l'utiliser 10 ans et donc tu lisses le coût du tracteur sur 10 ans parce que de toute façon, il va te servir 10 ans même s'il est comptablement amorti au bout de 5 ans. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça exactement, parce que en fait, le côté remboursement, bah, ça va être une gestion derrière de la trésorerie qui peut se faire via des emprunts ou autres, mais le but, c'est que on arrive à tout lisser pour que 10 ans plus tard, dans le meilleur des mondes, hein, on ait réussi à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour payer le futur tracteur au fur et à mesure. C'est un peu ça l'idée. Ouais, Et en fait, souvent, l'idée, j'entends. Oui, pardon. ouais, j'ai l'impression que du coup, ouais, l'idée, c'est pour garder un prix à peu près fixe et qu'il soit pas trop changeant, c'est de réussir à lisser un peu tout au long d'une carrière, je veux dire, ce qu'on arrive, enfin, euh, la quantité d'investissement dont on a besoin annuellement pour payer sa ferme, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est Enfin, ses ça. Et après, bah, investissements et son matériel et tout ce qui est sur plusieurs années, c'est en gros, chaque année, j'ai besoin de dégager combien de côté pour payer mon outil de travail. Et ça, c'est vrai que c'est hyper voilà. Et ça, compliqué c'est. selon au début avec quoi tu t'es lancé et que finalement tu décides autre chose, mais il faut essayer ouais, de le lisser au maximum. Mm. En tout cas, c'est une estimation et c'est toujours mieux de la faire pour avoir le plus de visibilité possible, mais c'est quelque chose qui va pas changer nécessairement tous les ans. Mais c'est vrai qu'après, il y a certains investissements qui peuvent peut-être aussi donner lieu à des nouveaux produits et donc aussi un nouveau chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est vraiment de jongler entre ça, le passé, le présent et le futur, en gros. Et c'est vrai que j'entends souvent, ah bah, moi, mon matériel, il me coûte plus rien parce qu'il a 20 ans. Et en fait, des fois, en discutant un petit peu, en creusant, on voit que bah, il a 20 ans, mais en fait, il serait peut-être un peu temps de le changer. Mais du coup, si on arrête de faire payer ce matériel par la ferme, bah, ça pose problème au moment du renouvellement. On pourra en reparler après, hein, si ça fait débat. Après, moi, je présente une approche, une façon de voir, mais il y en a d'autres aussi, hein. C'est pas forcément la bonne façon. Tout est à discuter, en tout cas. Je propose qu'on passe au temps de travail, si ça vous va. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez revenir sur la partie investissement par la suite. On en reparlera un petit peu aussi par la suite de la présentation. Donc, le temps de travail, donc pour le temps salarié, c'est entre guillemets simple, puisqu'on a la donnée, c'est une donnée qui est chiffrée, mais ça peut aussi fluctuer d'une année à l'autre, donc c'est pareil, il faut quand même penser à moyenner un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent à l'échelle de plusieurs années. Et par contre, pour le là ou les associés, là, c'est un peu compliqué, mais en même temps, le but, c'est de pas travailler bénévolement. Alors, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire, hein, et que peut-être que il y en a parmi vous qui vont me dire, bah moi, je suis plus à me fixer un salaire mensuel, ou alors déjà, pour l'instant, c'est pas possible pour moi. Et donc là, c'est dans l'idéal, dans l'objectif, c'est de réussir à définir un taux horaire donc qui va dépendre soit de la tâche, soit du moyen mis en œuvre,
ou Rémi, on avait parlé de la pénibilité aussi, donc selon la tâche. Mais ça peut aussi être un taux horaire moyen à l'échelle de la ferme pour une personne ou un type de main-d'œuvre. Et ensuite, d'évaluer le nombre d'heures passées. Il y a quelqu'un qui souhaitait intervenir ou c'est moi que j'entendais en écho peut-être? Non, il y a Mathilde qui est arrivée sur la vidéo, et c'est peut-être pour ça. Donc, bienvenue D'accord, Mathilde. Désolée, ça s'est déconnecté. Je reviens. pas de problème. Merci Rémi, tu es mes yeux. Il y a une question Donc, de Marion, je crois. oui, Ouais. Non, c'est qui parle? C'est moi. Non, moi j'ai une question, mais peut-être j'ai mal entendu. Enfin, pour moi, définir un taux horaire, c'est oui, quel salaire je veux tirer à la fin et je mets ça en taux horaire, peu importe la tâche, puisque de toute façon, il faut tout faire pour arriver au produit oui. fini. Voilà, c'est un peu ce que j'évoquais, c'est qu'il y a vraiment plusieurs façons de voir les choses. Moi, ça, c'était une proposition et je sais qu'elle peut faire débat parce que, en fait, l'idée de définir un taux horaire et de compter les heures, c'est aussi de pas se retrouver noyé aussi dans trop de travail et de pouvoir de prendre le temps, en fait, de faire ce travail, de calculer le temps, justement, qu'il nous faut, et pour pouvoir avoir une juste rémunération, parce que finalement, dans plein d'autres métiers, on est payé en fonction du temps de travail. Donc, c'est une façon de voir les choses. Après, je comprends que peut-être qu'un salaire fixe qu'on veut se dégager en fonction chaque mois en moyenne dans l'année, c'est peut-être aussi un objectif et c'est une autre façon de voir les choses. Je comprends tout à fait, les deux sont possibles. Après, là, l'idée, c'est de se dire, après tout, on passe beaucoup de temps, donc, et c'est un choix. Après, ça peut être soit je veux définir un taux horaire, mais je veux que là-dedans aussi, des fois, il y a un peu de perso, donc le taux horaire, on accepte qu'il soit peut-être plus faible, parce qu'on mélange un petit peu Désolé, tout, parce que des fois, les yeux. voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé? C'était juste du coup Guillaume qui est arrivé aussi sur la visio, quoi. Et le micro était un peu ouvert. D'accord. Et Rémi, si tu as une remarque là-dessus, parce que j'imagine que c'est un sujet pas mal présent, notamment en maraîchage, la question du temps de travail et comment il est affecté. Donc voilà, n'hésite Euh, pas. oui, oui, bah, de toute façon, la question du taux horaire, c'est quelque chose qui est hyper important. Et ça fait toujours un petit peu mal quand on calcule le taux horaire réel en maraîchage, quoi. On est souvent inférieur à un SMIC, des fois inférieur à un SMIC chinois. Mm. Et ça permet de réfléchir un petit peu tout ça, quoi. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à descendre? Comment est-ce que, enfin, quelle valeur je donne à mon travail? Est-ce qu'il y a des cultures finalement qui me paraissent plus importantes à développer? Mettons, s'il y a des cultures qui se vendent bien et qui a un taux horaire assez important, bah, je vais avoir tendance à ne jamais être en manque du coup sur cette culture-là, quoi. Donc du coup, me concentrer là-dessus et de voir aussi est-ce qu'il y a des cultures, enfin si je dois embaucher quelqu'un, bah, du coup, est-ce que un taux horaire, enfin quel taux horaire est-ce que je devrais avoir sur telle culture pour permettre l'embauche de quelqu'un, quoi. Et dans les démarches de commerce équitable, hein, en général, c'est pris en compte le taux horaire. C'est quelque chose qui rentre dans les façons de calculer les coûts. Alors, je propose de passer à autre chose. Donc, on s'est intéressé à quelques charges, en tout cas, pas toutes, mais différents types de charges chiffrées, non chiffrées. Et là, on avait parlé au début des couleurs, donc des différentes productions qu'elles concernent. Ouais, donc du coup, les couleurs, si je me souviens bien, une couleur, c'était une production, quoi. Genre, par exemple, je sais pas, le jaune, ça correspondait à ma production de blé, par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Et ah oui, j'ai une position peut-être étrange là. Enfin, je me suis transformée en bonhomme bâton pendant la réunion. Et c'est parce qu'en fait, j'avais oublié ou minimisé certaines charges. Alors, je le montre parce que je vois que c'est quand même quelque chose qui arrive souvent, c'est que en fait, quand on essaye de prendre tout en compte,
on se rend souvent compte qu'il en manque. Donc, c'est normal. Alors, on va s'intéresser donc aux couleurs. Et le but, c'est de faire en sorte donc, que toutes les charges aillent se répercuter sur un produit qui quitte la ferme. Donc, j'insiste sur qui quitte la ferme parce qu'on va avoir des productions, des cultures ou même des animaux supports. Ok, donc on reste toujours sur cette même logique. C'est le prix de vente que je vais fixer qui va me permettre de couvrir donc les charges qu'on a symbolisées dans la balle, là. C'est ça. Alors bon, c'est logique, mais c'est pas quelque chose qui est si simple. Donc là, on va prendre un exemple d'une ferme qui a 3 ateliers, un atelier avec des légumes. Donc j'ai très simplifié le système, donc j'ai mis que pommes de terre et choux, et puis donc l'ensemble des légumes qui sont les pommes de terre et les choux. Il y a de l'engrais vert et il y a des vaches laitières qui produisent aussi de la viande de réforme. Et il y a un petit verger avec des pommes. Donc là, déjà, j'avais oublié des choses. C'est que il y a des charges qui peuvent être liées au lait, d'autres à la viande, et puis il y a des charges qui vont être liées à l'ensemble de l'animal. Donc, par exemple, tout ce qui est frais vétérinaires. Et aussi, il y a les pommes, mais il y a aussi peut-être des jeunes arbres si on veut faire du renouvellement, donc des jeunes arbres qui ne sont pas encore productifs. Et parallèlement, il y a des charges globales, donc charges de structure. Donc, ici, on a des charges directes qui vont être associées à une unique valorisation commercialisée. Donc, c'est ce qui est finalement le plus simple. Et donc là, parmi les ronds, en fait, il y a des charges qui ne sont pas concernées parce que ça va concerner plusieurs valorisations ou des valorisations ou des choses qui ne sont pas valorisées. Est-ce que vous avez des idées de choses qui seraient à enlever pour répondre à cette question de quelles sont les charges directes donc, associées à une unique valorisation commercialisée? On pourrait enlever les charges de prairie qui sont liées aux vaches, mais qui sont dans, voilà, c'est les vaches qui sortent, c'est pas la prairie. Ouais, Les engrais verts. les engrais verts aussi. Du coup, les charges globales aussi. Les charges globales aussi, ouais, qui concernent plusieurs productions. Et on y est presque. Alors, il y a Chiron qui dit jeune arbre. Donc, je dis Chiron parce que je ne connais pas Et ton prénom. voilà, les jeunes arbres également. Et donc j'ai tiré vache laitière même parce que finalement c'est pas une unique valorisation vu que c'est du lait et de la viande. Donc on n'a plus que pommes de terre, choux, lait, viande de réforme et puis pommes. Ensuite, on a d'autres types de charges. Donc, on découpe les charges cette fois-ci plutôt sur quel produit ça s'applique. Donc, qui concerne les productions support. Bon, c'est pas compliqué, là, on vient de le dire. Donc, je vais donner la réponse. Donc, on a les engrais verts et il y a les génisses aussi qui sont là, mais qui mangent quand même, mais qui n'ont pas encore de valorisation associée. Donc, les prairies et les jeunes arbres. Et enfin, donc par déduction, les charges qui vont concerner plusieurs productions valorisation. Alors, par exemple, les légumes, donc ça concerne à la fois les pommes de terre et les choux, parce que j'avais mis que ça comme production. Vous avez une idée d'une charge unique qui va concerner les deux? Tu veux dire qui concerne les légumes et vaches laitières? Qui concerne les pommes de terre et les choux en même temps. Donc tous les légumes en fait, mais qui n'est pas affecté à l'une des deux parce qu'on a du mal finalement à dissocier si c'est plutôt sur la pomme de terre ou sur le chou que ça s'applique. Bah, je sais pas si par exemple le carburant, ça peut être considéré. Oui, bah voilà, le carburant, si on ne sait pas exactement ce qu'on a consommé sur telle ou telle culture, ça peut être considéré, ça peut être dans une charge globale même. Et puis, on peut avoir tout ce qui est fumure, par exemple, qui va être de la fumure d'entretien, donc ça va concerner l'ensemble
de la ferme et donc tous les légumes en même temps. Bon, j'ai fait un petit résumé, mais en gros, cette façon de découper les charges, ça revient à ça. Il y a les charges qui sont déjà affectées, donc elles concernent une production unique et commercialisée. Donc c'est le cas le plus simple, entre guillemets, hein. Donc les semences et plants, tout ce qui est spécifique, les prestations, avec une facture associée vraiment à une seule culture. Le temps passé sur l'itinéraire technique quand on le connaît, les frais d'abattage, etc. Et on va avoir les charges à affecter, donc c'est là où ça va plus nous intéresser parce que c'est plus difficile derrière à gérer. Donc elles sont affectées soit parce qu'elles concernent plusieurs productions. Donc on a parlé de carburant, donc il y a les tracteurs de la ferme, il y a la serre, des frigos, du temps passé mais à l'administratif. Par exemple, hein, là j'ai vraiment mis des points de suspension parce qu'il y en a d'autres, soit parce qu'elles concernent une ou des productions dites support. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation des génisses, on a parlé aussi des prairies. Après, on a tout ce qui est engrais verts, les jeunes arbres, tous les coûts d'installation. Et donc, ça peut même être un mélange des deux, hein. Ça peut concerner plusieurs productions, dont des productions support. Et donc, pour les charges à affecter, on a la notion de clé de répartition qui va nous aider. Vous connaissez peut-être déjà cette notion-là ou pas. Et donc, ça consiste en fait à définir une façon de répartir ces charges parce que le but, c'est vraiment d'être capable de tout couvrir. Donc là, j'ai mis quelques exemples de charges qui nécessitent un travail de réflexion de comment les affecter. Est-ce que vous avez une idée de manière que vous pourrez utiliser pour pouvoir affecter du temps passé à la comptabilité, donc du temps ou alors un forfait, en tout cas un coût lié à ça, par exemple? Un coût horaire. Enfin, le temps qu'on y passe fois un taux horaire qu'on a vu avant, non? Alors, Ça du coup, ça va nous compare donner les... la charge. Ouais. Ça va nous donner la charge globale, mais après, comment je fais pour l'impacter aux différentes productions? Parce que derrière, c'est mes productions qui vont me permettre de récolter l'argent qui financera le système. Peut-être proportionnel au chiffre d'affaires. Ouais, voilà, ça peut être proportionnel au chiffre d'affaires. Alors, je fais attention avec cette notion-là parce que le chiffre d'affaires, il découle déjà du prix de vente qu'on est en train de calculer. Mais bon, on peut quand même partir de ça, hein, c'est une possibilité. En tout cas, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse, hein. Ça dépend vraiment aussi de comment on voit les choses et de quelles données nous sont accessibles. Pour le fermage, par exemple, vous avez des idées? Bah, par rapport à la surface occupée par atelier, Ouais, voilà, proportionnellement. ça semble un peu plus logique. Encore que des fois, après, il y a la surface occupée ou développée, mais bon, c'est plutôt cohérent d'être sur la surface occupée. Ensuite, mais après, ça dépend aussi si par exemple on a un hectare de blé et un hectare de fraises. Bon, voilà, c'est toujours à réfléchir en fonction de son contexte, mais en tout cas, oui, proportionnellement à la surface, ça paraît assez cohérent. Après, les engrais verts, est-ce que vous avez une idée? Toutes les charges liées aux engrais verts, hein, donc là, je mets vraiment tout dedans, le coût d'installation, de broyage, les semences. Ben, en fonction de la culture qui va venir derrière. Ouais, voilà, ça peut être en fonction de la culture suivante, ça peut être en fonction de toutes les cultures, parce qu'on se dit que c'est nécessaire pour le sol, pour gérer tout, l'enherbement, etc. Et sur la chambre frigorifique, Ben, en fonction de ce qu'on met dedans. voilà. Mais Alors, en fonction de ce qu'on met dedans, mais c'est pas si simple. bah ouais, c'est ça. Enfin,
Alors, dans une ferme maraîchère, j'avais fait ce travail où on avait on avait dit que la salade, c'était 40% de la surface de la chambre frigorifique et le reste, c'était 60%. Et avec le reste, comme c'était des produits un peu plus comparables en termes de densité et de surface utilisée, on avait fait un prorata du volume, par exemple. Donc, tout ça pour montrer qu'on peut toujours réussir à trouver des moyens d'approximer les choses, mais c'est pas forcément toujours parfait, hein. On est bien d'accord. Et pour la serre, est-ce que vous avez des idées de façon de la financer? Déjà, c'est sur plusieurs années, du coup, je sais pas. Oui, on rejoint ce qu'on Un disait tout à l'heure. amortissement sur 10 ou 15 ans, en fait, ça va faire ça. Mm. Oui, en fait, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On est vraiment sur le cas d'un investissement. Donc, on va être sur un coût annuel moyen. Euh, et donc, ce coût annuel moyen, après, sur quelle culture on l'impacte, c'est plus ça Après, est-ce qu'on ne l'enjeu de peut la pas cure. prendre en compte, enfin, ça dépend de la surface qu'on met dans la serre en tomates ou aubergines ou, je sais pas, en jeunes pousses ou des choses comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas décider de l'impacter à des produits dont on sait qu'on les vend plus cher? Enfin, je sais pas. Si, Ça sera mieux accepté plus cher que d'autres produits. et ben voilà, ça répond vraiment à comment on voit les choses. Si on se dit, ben moi, ma serre, elle est vraiment là avant tout pour les produits à haute valeur ajoutée. De toute façon, je sais que c'est comme ça que j'ai arrivé, ben, je peux choisir ça. Après, on peut aussi même avoir une réflexion encore plus globale de dire, pour pouvoir avoir un panier qui soit intéressant et pour avoir quelque chose de complet, je suis obligée en fait d'avoir des cultures sous serre. Donc, je fais le choix d'impacter l'investissement serre sur toutes mes productions. Après, à voir si ça passe ou si ça passe pas, hein. Il y a peut-être des productions où ça va devenir trop cher et là, j'en parlerai après. Alors là, j'ai mis des petits exemples, hein. Donc on retrouve pourcentage de temps passé sur les cultures au niveau du temps passé à la comptabilité. J'ai remis le pourcentage du chiffre d'affaires. Et effectivement, fermage est plutôt par rapport à la surface mobilisée. Et l'engrais vert, on peut choisir donc de l'affecter à plusieurs cultures ou à une seule. Après, c'est vraiment selon comment vous voyez les choses en fait sur votre ferme. Donc là, on retrouve notre ferme avec nos 3 ateliers. Et avec ici à gauche, j'ai mis tout ce qui n'était pas affecté et à droite, tout ce qui est une valorisation qui quitte la ferme. Et donc, ce qui représente les patates, finalement, c'est les différentes charges. Donc là, je vais utiliser mes clés de répartition. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que on a répercuté les charges liées aux légumes. Il y en a une partie qui est allée sur la pomme de terre, une partie sur le chou, et etc. pour l'ensemble des charges. Est-ce que ça va? Si Oui. j'ai pas de réponse, je considère que oui. Il y a une question, je crois. J'ai quand Oui? même, j'ai quand même une grosse interrogation pour tous les maraîchers diversifiés qui font une trentaine de légumes différents sur la définition des clés de répartition. Parce que quand on a des vaches et des choux, c'est plus facile que quand on a 30 légumes, quoi. Et du Ah oui, coup, c'est sûr. ça semble hyper compliqué, mais je ne dois pas être le seul enfin, j'espère que je ne suis pas le seul à le penser, pour définir son prix de vente et, en passant par la clé de répartition. Ouais. Et ben, je note. Et là, c'est plus qu'une question de compréhension. Alors, je propose à la fin, on n'est pas si loin que ça de la fin, je propose qu'on puisse en débattre à la fin. Bastien, il y avait une question aussi ou pas? Non. Ok. Comme ça, je pourrais vous voir pour discuter, ce sera plus pratique. Bon, imaginons, même si on a 30 productions, on a réussi, on a toutes nos charges qui sont affectées
par produit commercialisé. Donc, on se retrouve avec le coût. Donc là, c'est le coût total. Donc, c'est pas un vrai coût parce qu'on a vu qu'il y avait des charges qu'on estimait, qu'on lissait, etc. Mais c'est notre coût en fonction de notre réalité et de la façon dont on voit les choses qui est lié à chaque valorisation. Donc là, on n'est même plus au niveau production, mais valorisation, puisqu'on voit que le lait et la viande sont séparés. Donc on y est presque. Et ok, donc du coup, moi, enfin, là-bas, c'était quand même de calculer mon prix de vente. Comment est-ce que j'y arrive là, du coup, après tout ce qu'on a vu? Alors, c'est simple, entre guillemets, c'est toujours du entre guillemets. Donc on a notre coût annuel, donc c'est vraiment je l'avais pas précisé juste avant, mais c'est annuel. Donc ça peut fluctuer un petit peu selon les années. Et puis surtout, il y a quelque chose qui va potentiellement faire grandement fluctuer les choses, c'est le rendement annuel moyen, qui va du coup nous permettre d'arriver à ce qu'on appelle le coût de revient en euros par quantité et par valorisation. Ok, du coup, le rendement moyen pour que mon prix de revient soit stable. Ok, ça marche, allez. Et encore avec beaucoup de pincettes parce que ça reste un rendement moyen et ça nécessite d'avoir une visibilité. Et donc, c'est quand même assez complexe, hein, j'en conviens. De toute façon, on est là vraiment dans une logique de comment estimer les choses et faire en sorte d'avoir quelque chose le plus cohérent possible par rapport à notre réalité, mais ce sera jamais parfait. Et ok, enfin, du coup, là, je comprends ce que tu veux dire, mais enfin, il y a des cultures où mon prix de vente, si je le calcule, pour que se taper mes charges, en fait, il va être carrément trop haut. Enfin, si je prends l'exemple de mes carottes, si je calcule le temps que je passe à désherber, finalement, mes carottes, il faut que je les vende 15 € le kilo, quoi. Comment est-ce que je peux faire par rapport à ça? Mm. Alors, donc déjà, ma proposition, c'est tout au long de l'approche d'essayer, je dis bien essayer parce que c'est tentant, mais de pas trop avoir en tête, oh là là, ça va être trop cher, mais vraiment d'essayer de faire l'ensemble du travail sans se poser la question. Et c'est vrai qu'après, réussir à maintenir le système alors qu'il y a le fil de la réalité du marché sur lequel on est, c'est un travail d'équilibriste et il y a plusieurs solutions qui peuvent nous aider. Donc, si le prix calculé à la fin, finalement, il est trop élevé, il y a plusieurs solutions, donc qui ne sont pas forcément les mêmes selon les cultures ni les années. C'est déjà peut-être d'essayer de réduire les charges si on constate qu'il y a des marges de manœuvre. Et donc ça, c'est tout ce qui est optimisation, stratégie d'optimisation, augmenter le rendement. Euh, donc là, vous pouvez demander à Rémi, il va vous aider. Après, il y a revoir sa gamme, parce que peut-être qu'on peut se rendre compte qu'il y a certaines productions qui vont pas forcément passer, et peut-être que finalement, on n'a pas vraiment d'intérêt à les faire. Alors, attention, l'objectif, c'est pas non plus de cultiver très peu de produits différents, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Il faut garder quand même une cohérence agronomique et commerciale dans tous les cas, mais ça peut quand même passer par revoir sa gamme en partie. Et puis l'autre solution, ça peut être aussi d'être capable d'argumenter, de justifier en quoi notre prix il est plus élevé, mais notre récolte est manuelle. Réussir à trouver des arguments pour justifier le fait que ce soit plus élevé. Et pour ça, d'ailleurs, je vous invite le mois prochain, il y en a peut-être qui sont déjà inscrits à la prochaine visio coup de pouce qui est sur mieux vendre mes produits avec l'intervention de William Mérès d'Olécourt. Donc, ce sera en partenariat avec les Pays de la Loire. Et donc, si tout ça ne vous convient pas, peut-être qu'il y a des productions pour lesquelles vous allez vous dire, ah ben en fait, finalement, là, mes choux, ils sont vraiment trop chers. Si je les vends à ce prix-là, je serai dans les choux. Donc, je vais plutôt, je vais, par contre, ma viande, je pense que je peux réussir à la vendre plus cher. Donc, je vais compenser. Donc, ça, j'ai vraiment mis un joker parce que je considère que il faut faire attention à ça parce que à partir du moment où on commence à tout compenser, ça devient plus compliqué à justifier. Mais en même temps, si on voit que les tomates sont beaucoup trop chères, que potentiellement on peut se rattraper sur d'autres cultures, c'est quelque chose qui est quand même possible de faire.
Donc, pour conclure, et comme ça, après, on peut passer aux échanges. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Là, on a fait un tour d'horizon. Et j'ai des petits conseils. C'est déjà de se donner les moyens de collecter des données sur la ferme, parce que sans données, on ne peut pas partir de sa réalité à soi. De bien délimiter les productions qui sont traitées. Donc, à un moment, on a parlé de comment on fait si on est diversifié et qu'on a 30 cultures. Peut-être qu'il y a des regroupements possibles. J'en reparlerai après, mais ça peut être une piste. J'en parlerai dans les échanges. Mais pour pouvoir réussir à gérer un système complexe, de regrouper dans la pratique certaines productions. Et quelle valorisation aussi dès le début réfléchir à son système de commercialisation parce que finalement ça peut être deux choses différentes. On avait parlé à un moment de viande, donc on peut avoir la viande qui cible la vente directe et puis la viande circulant, c'est pas du tout la même chose. Et en termes de temps et en termes derrière de rémunération possible. Pareil, on peut avoir des choux qui vont partir en restauration collective et puis d'autres en AMAP, donc c'est peut-être pas la même chose non plus. Et Il y a une donc, question de Marion, je crois. Marion? oui, Oui. Sauf si j'ai pas entendu tout ce qui est subvention, parce qu'on sait que c'est ça qui paye aujourd'hui. Enfin, comment tu les dilues dans ton prix? Comment tu les répartis? Enfin, ou alors j'ai pas capté à quel moment ça oui. intervenait. Enfin, la Non, PAC, je veux dire. Ouais. j'en ai pas parlé, j'ai pas parlé de tout, hein, donc il y a plein de choses. Et j'ai pas parlé non plus trop du post-production, mais les subventions, ça peut être une charge négative qui va permettre de réduire la taille de notre balle et qui va aller soit sur toutes les productions, soit sur celles pour lesquelles on les reçoit. Et effectivement, on peut les prendre en compte. Alors, moi, ma proposition, c'est si vous essayez de faire ce travail-là sur votre ferme, c'est d'essayer d'abord pas les prendre en compte et de les mettre vraiment tout à la fin pour voir l'impact que ça peut avoir. Mais bien sûr, c'est de toute façon le coût de l'alimentation globalement, voilà, on sait bien qu'on est dans une logique qui fait que c'est les subventions qui permettent souvent de payer l'aliment. Donc, c'est pas forcément de pas le prendre en compte, mais peut-être de le prendre en compte à la fin, comme une charge négative ou un bénéfice. Et donc, ce qui est important finalement, c'est aussi de prendre le temps d'avoir une vision globale du système. Donc, quand on fait un investissement, pourquoi? Est-ce que on veut que ça bénéficie à toutes les cultures? Comment on voit les choses en fait dans le système? Et justement, la post-production, c'est de pas négliger aussi ces coûts-là et aussi la logistique et tout ce qui est commercialisation. Je sais pas si vous connaissez l'outil Logicoo. C'est un outil de l'ADEME qui est gratuit et sans inscription. Et c'est intéressant parce que ça permet d'évaluer des coûts de livraison. Donc ça peut aussi être des choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Donc, on peut en parler parce que là, j'imagine qu'il y a plein de questions et d'interrogations qui sont suscitées par cette présentation. Et donc là, j'ai une position étrange, c'est que je suis en train de vendre au juste prix. Donc, comme vous voyez, j'ai tout donné sur les animations. Donc voilà, je vous remercie pour votre participation et on clôture la partie présentation. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais quelques minutes pour les échanges et sachant que ça peut aussi engendrer des échanges qui vont durer plus longuement. Et les prochains webinaires, donc le prochain c'est le 2 décembre. Attention, exceptionnellement, c'est un lundi puisque c'est en partenariat avec une autre région et sinon tous les autres, ça a lieu le mardi de 13 à 14 le premier mardi du mois. J'arrête le partage d'écran et je pourrais vous envoyer la présentation si ça vous intéresse. Donc, je vous vois à nouveau. C'est plus pratique. Et il y avait eu une première question sur comment on fait quand on a 30 légumes sur la ferme.
Moi, j'ai fait le travail avec des maraîchers diversifiés, pas beaucoup, mais je l'ai déjà fait. On a réussi à aller au bout, mais en fait, on a essayé d'avoir une logique entonnoir. Ça veut dire qu'on a fait tout ce qui est travail du sol, donc avec la possibilité de regrouper des cultures à chaque fois, et puis à chaque fois d'aller de plus en plus vers le spécifique à chaque culture. Donc le temps passé à la récolte spécifique, par exemple. Et ça se fait en fait. C'est pas si impossible que ça. Mais c'est peut-être un peu plus long. Euh, voilà, c'est ma réponse. Et après, voilà ce que je disais, s'il y a des choses qui sont un peu comparables, pas hésiter à les regrouper entre elles. Mais je pense que c'est des questions en tout cas qui nous intéressent avec Rémi et on pourrait approfondir là-dessus. Si j'ai Voilà, bien compris, du coup, Sébastien, Oui, si j'ai bien oui. compris, il faudrait en fait, dès le départ, savoir combien me rapporte chaque planche, par exemple si on est sur des planches permanentes, hein, chaque planche de tel légume, combien ça me coûte, combien ça me rapporte et combien ça me coûte en temps, Mm. spécifiquement pour chaque légume ou chaque production ou chaque type de production. Et c'est ce travail-là dont tu nous parles en fait. Oui, ben, idéalement, en fait, c'est de savoir déjà combien ça nous coûte. Et, et même pour pousser encore plus loin, c'est à partir de combien ça nous coûte définir le prix de vente. Mais ça, Mm. c'est dans le meilleur des mondes. Voilà, je sais que c'est pas si simple, mais en tout cas, idéalement, c'est ça. Et après, moi, j'ai pas dit, mais j'ai mis en place un outil. Mais pour l'instant, on n'a pas de formation dédiée, mais en tout cas, j'ai un outil qui individuellement pourrait servir. Ce qui manque, c'est de trouver la manière de financer tout ça. Donc, c'est quand même un sujet. Mais avec cet outil, on peut à la fin bloquer certains prix parce que peut-être qu'effectivement, il y en a qui vont pas coller à la réalité. Et du coup, on peut en bloquer pour réussir à compenser sur d'autres cultures pour réussir En fait, à la fin, ça nous donne un coût global de la ferme, finalement. Un coût global. Chaque année, la ferme, elle coûte 30 000 euros. Donc, il faut réussir à ce que ces 30 000 euros, ils aillent sur chaque production. Ce qui paraît logique, mais c'est vrai qu'en agricole, c'est pas si simple quand même, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la dispersion du temps de travail sur plein de productions. Et puis la dispersion de différents moyens de production, des investissements qui vont servir à plusieurs productions. Et si en plus on rajoute à ça le côté aléatoire des rendements et des ventes, ça commence à être compliqué. Bonjour à tous. Joséphine, je voulais savoir, Fanny, par rapport aux accompagnements que tu avais fait, c'était le recueil de données, c'était à peu près sur un an ou après c'était sur quelques mois et reporté annuellement? Comment ça se fait? Et est-ce que tu as des conseils pour le temps administratif? Comment faire pour noter les choses? Enfin, parce qu'en fait, on passe 5 minutes, 10 minutes par-ci, par-là, et est-ce qu'il y a une méthode pour recueillir ces données-là de façon plus juste ou plus opérationnelle? Je sais pas. Alors, sur la manière de collecter les données, alors moi, quand je le fais sous forme d'accompagnement, on fait un premier, en fait, j'envoie un premier fichier où il y a déjà quelques données à saisir, notamment l'assolement, mais après, avec la précision qu'on veut, et ça dépend aussi des questions qu'on se pose, hein, donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte tout de suite les valorisations. On l'a fait dernièrement au niveau d'arboriculteurs qui ont plein de variétés différentes. Donc, on a listé toutes les variétés, mais on peut aussi faire plus simple et en mettant simplement pomme à croquer, par exemple. Mais du coup, il y a un préalable comme ça où il faut prendre un peu de temps pour saisir des infos telles que les coûts de semences, les rendements, la surface et le principal le matériel engagé. Donc, au niveau de la conduite de culture.
Après, il y a une seconde étape, mais tout ça, c'est pas gravé dans le marbre, c'est ce qu'on fait pour l'instant, mais il y a d'autres façons de faire. Une seconde étape, donc c'est déjà de faire le point ensemble pour voir où on en est sur ces, ces données-là, est-ce qu'on s'est bien compris par rapport aux objectifs. Et après, une visite sur place d'une demi-journée, plus une vidéo ensuite. Ça peut paraître long, mais en fait, quand on se dit c'est 2 jours pour savoir toute la... Enfin, pour avoir une bonne connaissance de tout ce qui se passe sur la ferme, c'est peut-être pas si mal. Mais ça demande quand même un peu d'engagement en temps. Et pour la question du temps administratif, alors... j'ai pas trop d'astuces parce que souvent j'ai dû un jour par semaine. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même dans le temps administratif, de le voir même au sens large, enfin, administratif ou hors vente, parce que là, par exemple, de participer à un webinaire, bah, c'est déjà du temps en fait. Et donc, on va être plus sur des traductions en nombre de jours annuels en général, et en se disant, bah, un jour, ça fait X heures. Et, et après, c'est sur la manière de le répartir. Ça peut être au prorata du temps qu'on a déjà saisi sur les cultures. Donc, ça peut être en fonction du chiffre d'affaires ou autre. Fanny, il y a une question de Lola. Oui, alors après, je voulais préciser, il est 14h03, donc on a dépassé le temps. Alors moi, ça me dérange pas de continuer à échanger parce que c'est intéressant, mais je veux que vous vous sentiez libre si vous n'avez pas le temps. Et en tout cas, n'hésitez pas à me recontacter si vous n'avez pas le temps et que vous souhaitez échanger là-dessus. Et en lien avec Rémi, potentiellement, si c'est pour du maraîchage. Oui, donc Lola, je Ouais, suis moi, c'était plus par rapport au comptage de temps de travail. Ça me fait penser à une ferme qu'on est allé visiter pendant le voyage d'études, là, organisé avec Bio France en Auvergne. Il y a un gars qui s'est installé, qui était informaticien et qui a créé une appli qui s'appelle Ouvre ta ferme. Et donc, il nous disait que lui, il passe un quart d'heure par jour. Donc, il est installé avec deux autres associés qui sont en GAEC. Il passe un quart d'heure par jour à noter le détail de leurs tâches pour juste, bon, lui, c'est plus dans la recherche d'efficacité par culture. Hmm. Voilà. Donc, c'était plus une remarque info pour Oui, transmettre cet appui aussi. Je pense à Crop aussi, je pense sur le calcul de coûts par culture qui peut être intéressant. Après, je connais pas plus que ça. je regarde. Ça s'écrit comment? Ouvre Mais ta c'est ferme? ouvre C'est ta ouvre. ferme. Ouais. Je vais le mettre. Je, je vais partager parce que c'est intéressant. Bah, j'avais vu aussi qu'il y avait il y a des applis en fonction de là où on se trouve au niveau de la géolocalisation, mais il faut que ce soit précis. Je sais pas si derrière ça fonctionne. Donc, si on a notre téléphone sur nous, en plus, ça implique d'avoir notre téléphone sur nous. Ah, il y a Rémi qui est allé plus vite que moi. Mais oui, en tout cas, c'est clair que si on s'y intéresse et qu'on est motivé et qu'on arrive à motiver aussi les autres personnes sur la ferme à le faire, ça peut être très riche après, mais c'est quand même, ça peut être un petit peu laborieux aussi. Après, je sais que avec Léa, donc l'homologue de Rémi Versant Sud, Picardie, on s'était questionné sur les plantes à parfum et en réfléchissant à avoir un panneau, par exemple à l'entrée de la serre, où on fait un bâton à chaque fois qu'on rentre, à chaque heure passée. Enfin, voilà, il y a plein de choses à penser peut-être pour simplifier quelque chose en fait qui vous corresponde. Et il y a pas mal, je pense, de façons de compter le temps passé, mais c'est clair que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et j'ai envie de dire, même nous, à Bio en Haute-France, il faut aussi qu'on note notre temps passé. Et c'est pas forcément le plus simple non plus. Et c'est clair que
Mais ça permet de mieux se rendre compte de choses et peut-être même après d'échanger et de se rendre compte que, bah, en fait, moi, j'avais déjà fait le travail où dans une ferme, ils mettaient, je crois, 3 fois plus de temps à récolter les choux que dans une autre. Et donc, ça suscite des échanges. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer le moins de temps possible parce que peut-être que derrière, ils faisaient des choses différemment. Mais en tout cas, ça permet des fois de se rendre compte de choses et puis de voir comment on peut optimiser le système pour soi. Bah après, enfin, pour moi, c'est limite, c'est une question philosophique de comment on voit notre temps, notre travail et la recherche Mm. d'efficacité et d'optimisation, en fait. Et enfin, suite à la visite là, chez ce gars très, je vais pas dire basé sur les chiffres, mais en tout cas, qui s'en préoccupe beaucoup, la réaction des collègues, je pense que c'était un peu too much et ça semble pour le coup trop quoi. Et Mm. donc après, mais après, enfin pour moi la méthode elle est intéressante et c'est intéressant d'avoir ce regard-là sur nos charges et sur la répartition de charges selon nos cultures. Mais enfin après à mettre en place concrètement, ouais, c'est un peu plus Oui. complexe, je trouve. Après, sur Ah, ces sujets-là, c'est un sujet qui remonte un petit peu là sur enfin, du coup, quelques maraîchers, maraîchères sur différents territoires. Et ça peut valoir le coup de monter un petit groupe pour qu'on puisse Mm. créer une méthodologie, échanger. Et puis, bah, du coup, si besoin, faire intervenir des gens, des formations. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on travaillait sur des territoires et c'est vrai que tous les maraîchers ne sont pas forcément hyper motivés par cette thématique-là sur un même territoire. Et puis, des fois, il y a des questions de concurrence qui peuvent freiner. Mm. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, une thématique qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le faire remonter, soit par message, par mail ou dans les différentes réunions bilan qu'on va organiser, quoi. Mais je retiens, Lola, du coup, cette idée. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Parce que pour le coup, si on parle de GI2E, d'avoir des chiffres du coup de temps et de chiffre d'affaires en face, c'est plus concret que de dire ah oui moi, enfin, on parle toujours à la louche quoi, mais mm. on se rend pas forcément compte. On peut dire on a passé une matinée à 3 à récolter un truc, sauf que on dit pas c'est que on a bu le café, on a fait une pause clope, Mm. voilà quoi. Et je vois, justement, en groupe, ça permet vraiment de définir dès le départ qu'est-ce qu'on veut compter, comment est-ce qu'on veut le compter, quoi. Et qui est vraiment Mm, adapté au groupe. Et même si c'est différent, enfin, c'est un travail qui avait été fait chez les Bretons. Et même si c'est des manières de fonctionner, des structures qui sont complètement différentes, le fait d'avoir une réflexion commune, ça permet d'aller loin. Et eux, quand ils avaient témoigné, finalement, c'était surtout l'échange que ça avait créé, au-delà des valeurs mm, purement chiffrées. C'était l'échange que ça avait créé, la réflexion qu'il y avait eu dans la création de ce truc-là, qui les avait fortement nourris, quoi. mm. Donc, ouais, ça peut être top de monter ça, quoi. Mm. Affaire à suivre. Ah ouais, moi, Oui, ça m'intéresse bien d'aller un petit peu plus loin dans cette question-là, avec des échanges avec d'autres. Moi, ça m'intéresse bien. Ok, top. ok. Merci, Philippe. Mais c'est vrai, oui, que c'est tout de suite, on arrive à des considérations assez philosophiques aussi, et sur est-ce qu'on veut se dépêcher, est-ce qu'on on veut aller plus lentement, prendre plus de temps. Et c'est pour ça que, bah, c'est pour ça qu'au début, j'avais parlé de choix, et pour moi, ça fait partie des choix, qu'est-ce qu'on veut en fait, y compris dans sa façon de travailler. Mais c'est bien noté en tout cas pour les intérêts. Et n'hésitez pas à faire remonter. Et même si c'est pas en maraîchage, on travaille aussi sur la question plus largement sur toutes les productions. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va pouvoir clôturer. Et puis on se retrouve peut-être le mois prochain pour la prochaine visio coup de pouce. Merci Rémi et puis merci à toutes et tous.
Eh ben, Ouais, merci à tout le monde. Bon merci de votre après-midi. participation, c'était top. Bon C'était après-midi. bien. C'est bien. Hein. Ça y est, on est que tous les deux. On est que tous les deux. J'enlève peut-être l'enregistrement. Attends, comment on fait? Ah oui, au début, je sais pas, j'avais appuyé, il se passait rien. Mais je crois que Arrêtez.